La croissance économique chinoise présente un rythme inédit jusqu'alors dans le monde. Ses habitants, qu'ils soient vieux ou jeunes, riches ou pauvres, ont dû endurer beaucoup de choses au nom du progrès. Certains ont profité de la nouvelle richesse du pays. D'autres sont restés sur la touche, moins désireux ou moins capables de s'octroyer une part de bonheur. Mais inexorablement, le rêve se poursuit, guidé par le slogan du Parti communiste « Se sacrifier pour le bien du plus grand nombre ». Mais ce ne sont pas seulement les hommes qui doivent se conformer à cette vision de l'avenir. C'est aussi le cas de l'environnement. L'histoire du Yangtze coïncide avec celle de la Chine moderne. C'est l'exemple le plus flagrant de l'ambition d'un régime de dominer la nature pour parvenir au progrès. Mais le Yangtze n'est pas un fleuve avec lequel on joue. Il a eu le pouvoir de faire et de détruire ce pays. Il l'a toujours. Pendant des siècles, le Yangtze a fertilisé la terre qui nourrit la plus forte population du monde. Les rizières de la Chine ont prospéré grâce aux alluvions charriées par le fleuve. Car tout au long de son cours, de la montagne à la mer, le Yangtze érode le paysage environnant, recueillant d'énormes quantités de sédiments riches en minéraux. Et quand il atteint la plaine, le Yangtze coule en distribuant son limon fertile à travers le pays. Aujourd'hui, la plaine inondable du bassin du Yangtze produit près de la moitié des céréales et du coton de la Chine. Mais tout en donnant, le fleuve prend aussi. Les crues annuelles du Yangtze ont souvent constitué une menace meurtrière pour ses riverains. En 1998, une crue haute de 53 mètres a submergé une région de la taille de la Nouvelle-Zélande et détruit 5 millions de maisons. Hu Ken-chan est un paysan. Sa maison se trouvait directement sur le passage du Yangtze en furie. En 1998, notre village a été le premier à être submergé, de l'entrée du village jusque là-bas. L'eau s'est engouffrée et a recouvert tout cet espace. Nous devions nous déplacer en bateau et tous les bâtiments étaient submergés. L'inondation oblige des millions de personnes à fuir pour sauver leur vie. Les autorités décrètent l'état d'urgence. Les soldats et la police sont venus à notre secours. Ils ont évacué nos familles. Ils se sont servis d'hélicoptères, de bateaux et de bouées de sauvetage pour sauver le maximum de gens. L'inondation coûte des milliards d'euros. Il faut un projet colossal pour endiguer le phénomène. Les autorités proposent de résoudre le problème à l'aide du barrage des Trois Gorges. Haut de 185 mètres, large de plus de 2 km, cette structure colossale est le plus grand projet entrepris en Chine depuis la Grande Muraille. Désormais, parvenu à l'ultime phase, le barrage va créer un réservoir de 39 milliards de mètres cubes d'eau, de 100 mètres de profondeur et de 650 km de long, retenant l'eau qui a causé tant de désastres dans le passé. L'idée de construire ce barrage n'est pas nouvelle. Dans les années 1950, le dirigeant communiste Mao Tse-tung est un partisan inconditionnel de la construction du plus grand barrage hydroélectrique du monde. Il dit alors vouloir surprendre la déesse de la gorge de Wu en créant un immense lac artificiel. Mais ce n'est qu'en 1994, après la mort de Mao, que le projet reçoit l'approbation officielle et que la République populaire de Chine lance la construction du barrage sur le Yangtze.
C'est l'un des projets d'ingénierie les plus ambitieux et les plus controversés de l'histoire. « 20 000 personnes travaillent 24 heures sur 24, en se hâtant pour respecter les délais prévus par les ingénieurs. Près de 25 milliards d'euros sont investis dans le projet. Sans compter le coût humain, plus d'1 millier d'ouvriers meurent durant la construction du barrage. Jian Shuguan a travaillé au projet depuis le début. C'est aujourd'hui l'ingénieur en chef du site. Les experts officiels comme Jian Shuguan affirment que le barrage leur permet de réguler le débit du fleuve en réduisant les risques d'inondation en aval et en sauvant ainsi potentiellement des centaines de milliers de vies. En édifiant ce barrage, les probabilités d'inondation sont passées d'une tous les 10 ans à une tous les 100 ans. Si l'inondation de 1998 se reproduit, ce barrage jouera un rôle immense. Les gens qui habitent en aval ne seront pas affectés. Peu de gens contestent la capacité du barrage à réguler le débit du fleuve. Mais en même temps, il pourrait créer un risque d'inondation encore pire que tout ce que l'on a connu auparavant. Car la région des Trois Gorges est une zone sismique. Et cette gigantesque structure en béton est édifiée sur une ligne de faille. Le danger de retenir une telle quantité d'eau dans une région active sur le plan sismique a suscité de graves inquiétudes. Bien que les autorités affirment que les risques sont faibles, on a édifié le barrage en ayant ces dangers à l'esprit. Dans cette zone, les tremblements de terre sont rares. Un tremblement de terre dépassant l'amplitude de 6 sur l'échelle de Richter ne risque de se produire que tous les 10 000 ans. Mais ce barrage est conçu pour résister à un tremblement de terre de 7 sur l'échelle de Richter. Mais les scientifiques peuvent se tromper. Et si un tremblement de terre détruisait le barrage, les conséquences seraient catastrophiques pour les 75 millions d'hommes vivant en aval. Qui plus est, certains experts prétendent même que le barrage pourrait provoquer un tremblement de terre. L'énorme masse du réservoir pourrait exercer une dangereuse pression sur la croûte terrestre. De tels faits se sont déjà produits même dans des régions où la Terre n'avait jamais tremblé auparavant. Mais les scientifiques considèrent que les risques de tremblement de terre sont limités par rapport aux avantages qu'apporte le barrage. Et pour l'instant, ils semblent avoir raison. Depuis la construction du barrage, il a beaucoup plu. Et bien qu'il y ait eu quelques inondations localisées en aval, apparemment l'eau a été contenue. Il y a eu très peu de victimes. Mais sauver des vies n'est qu'une des raisons pour lesquelles on a construit ce barrage. L'autre raison tout aussi importante, c'est qu'il est déterminant pour les ambitions industrielles de la Chine. Le barrage des Trois Gorges est destiné à dompter le Yangtze en transformant ce fleuve indocile en l'une des voies d'eau les plus aisément navigables et les plus rentables du monde. Avant la construction du barrage, le courant du Yangtze était si fort que les gros bateaux avaient du mal à parvenir en amont. Le barrage a changé cela. Il a régulé et atténué le flux dans son immense réservoir, permettant ainsi à de gros cargos de pénétrer profondément à l'intérieur de la Chine. L'énorme barrière que le barrage impose au trafic est compensée par le système d'écluses le plus complexe jamais construit. Les bateaux franchissent ces 5 niveaux d'écluses en 4 heures, en empruntant des corridors de béton d'un niveau à l'autre. Ce système permet à des cargos de 10 000 tonnes de parcourir le fleuve sur 2000 km dans les deux directions. Le trafic fluvial sur le Yangtze devrait augmenter de 10 à 50 millions de tonnes par an. Cette gigantesque autoroute fluviale revitalise les provinces de l'intérieur de la Chine, où d'énormes villes de dizaines de millions d'habitants apparaissent. Le barrage ne permet pas seulement de relier ces villes au reste du monde, il favorise littéralement leur croissance.
En domptant le courant du fleuve, le barrage crée une prodigieuse quantité d'électricité, essentielle pour une économie en plein essor. C'est la plus grande centrale hydroélectrique jamais construite. Quand elles auront atteint leur pleine capacité, les turbines du barrage fourniront autant d'énergie que 18 centrales nucléaires. Les partisans du barrage affirment que cette électricité propre est essentielle pour réduire la pollution liée au charbon et pour minimiser la dépendance de la Chine vis-à-vis des énergies fossiles. Mais certains ne sont pas convaincus. Dès le début, le projet du barrage des Trois Gorges a suscité d'immenses protestations, comme on n'en avait jamais vu dans la Chine communiste. Pour comprendre sur quoi se fondent les craintes de ceux qui protestent, il faut se rendre en amont, dans un environnement irrévocablement transformé, pour rencontrer les millions d'individus dont le barrage a détruit le foyer et la vie. La région des Trois Gorges a longtemps été renommée pour son paysage spectaculaire. Avant le barrage, il était caractérisé par des canyons dans lesquels le Yangtze se frayait un passage. Aujourd'hui, la majeure partie de ce paysage étonnant a disparu sous les eaux du réservoir de 650 km de long. La vie des hommes aussi a changé. À 120 km en amont du barrage, les habitants de la ville de Wushan ont une expérience directe des énormes bouleversements sociaux qu'il a provoqués. Quand le barrage a commencé à être opérationnel en 2004, le niveau de l'eau est monté de 50 mètres dans la région, submergeant pratiquement toute l'ancienne Wushan. C'est un changement radical que les autorités chinoises s'empressent de justifier. Wushan est une nouvelle ville de migrants. La majeure partie de l'ancienne ville est maintenant sous l'eau. La vision est vraiment spectaculaire. Chen Qiying a été l'un des représentants de l'autorité chargée de coordonner l'évacuation des habitants vers la nouvelle ville rebâtie plus haut. Cette migration s'est accomplie en 4 étapes. Donc cette nouvelle ville n'a pas été achevée juste en 1 an ou 2. Nous avons dû d'abord créer une petite zone qui a servi de test. Ensuite, nous avons déplacé les gens progressivement. Maintenant, entre 30 000 et 40 000 migrants vivent dans cette nouvelle ville. Aujourd'hui, la réinvention de Wushan se poursuit, pendant que l'on détruit les derniers vestiges de l'ancienne ville pour laisser la place à du neuf. Les autorités prétendent que ce changement est positif, car il a propulsé Wushan dans le XXIe siècle. Mais de nombreux autochtones ne sont pas d'accord. Certains s'accrochent à leur ancien mode de vie en entretenant leur lopin de terre qui ne cesse de rétrécir au milieu des tours toujours plus envahissantes. Mais dans un pays où la protestation publique contre le barrage a été réprimée par la force, les voix de ces hommes ont peu de chances d'être entendues. Cet espace vide derrière nous sera aussi aménagé pour faire partie de la nouvelle ville. Il va être utilisé rapidement. Dans l'avenir, ce sera une place publique. Les maisons de ces paysans se trouvent sur le passage du Progrès. Et à la fin, ils n'auront pas d'autre choix que de s'en aller. Car en Chine, le sol appartient à l'État. Les citoyens louent leurs terres à long terme. Mais les autorités peuvent revenir sur l'accord à tout moment, et si elles le désirent, submerger des villes entières sous prétexte de créer une nouvelle Chine.
Pour l'instant, la montée des eaux a englouti le nombre incroyable de 13 grandes villes, 140 petites et de plus de 1300 villages. Près de 2 millions de personnes ont dû abandonner leur maison au nom du progrès. Un individu sur 5 a été transféré dans d'autres provinces, à l'alimentation, au dialecte et même au climat différents. Beaucoup d'autres ont vu leurs moyens d'existence disparaître avec leur maison. Tan Xialan dirige un service de bateaux qui opère à partir des docks de Wushan. Aujourd'hui, elle transporte les touristes qui affluent pour voir ce qui reste des splendides gorges du Yangtze et de ses affluents. Mais il y a quelques années, Tan Xialan vivait dans un village qui se trouve maintenant sous l'eau. Avant de créer cette compagnie de navigation pour touristes, nous possédions une auberge familiale à Shendichong et nous cultivions la terre. Quand le réservoir des Trois Gorges a commencé à se remplir, la ferme de Tan Xialan a été l'un des premiers bâtiments à être submergé. Tan Xialan a d'abord été relogé dans une maison sur la colline. Ce déménagement n'a été que le premier d'une série pour échapper à la montée des eaux. Nous avons déménagé 3 fois. Une fois en 1997, quand le fleuve a été barré, une fois en 2003 et encore une fois en 2005. Nous avons tous dû partir, avec toutes nos affaires. Cela a entraîné beaucoup de frais et d'efforts. En dépit de son opinion, les autorités considèrent que l'histoire de Tan Xialan est une réussite. Elle a tiré le meilleur parti des opportunités et des compensations financières offertes par les autorités pour se créer une nouvelle activité. Tout le monde ne s'est pas aussi bien adapté. Beaucoup de gens âgés sont incapables ou n'ont pas envie de se recycler. Et toute une existence passée à travailler la terre les laisse mal préparés pour affronter la vie urbaine. Même ceux qui ont adhéré à la vision de la Chine du futur ont du mal à oublier le passé. Mon ancienne maison me manque un peu. Je ne peux pas oublier l'époque où je travaillais au champ et où je dirigeais l'auberge familiale. Je me souviens que servir les clients en ces temps-là, c'était très agréable. Mais la montée des eaux n'a pas effacé que l'histoire récente. Le bassin du Yangtze a été le siège traditionnel des grandes dynasties et des grands royaumes de la Chine ancienne. La limite naturelle formée par le fleuve en a fait une importante frontière politique et le site de nombreuses batailles historiques. La région des Trois Gorges est particulièrement riche en édifices anciens. De nombreux empereurs ont construit de grands temples sur les rives escarpées du fleuve. Quand le niveau de l'eau a commencé à monter, le gouvernement chinois a débloqué 81 millions d'euros pour sauver les principaux sites risquant d'être submergés. Dans le cadre de ce que l'on a qualifié de plus grande opération de sauvetage historique jamais accomplie, des édifices entiers ont été méticuleusement reconstruits pierre par pierre, plus en hauteur. Mais beaucoup des vestiges les plus importants n'ont pas pu être sauvés, parce qu'ils étaient insérés dans le paysage même, destiné à être submergés. Avant la construction du barrage, les autorités ont ordonné un vaste relevé archéologique de la région. Pei Jian a été le coordinateur en chef de cette campagne. La majeure partie de ses recherches ont porté sur la civilisation Ba, un peuple qui a vécu sur les pentes abruptes bordant le Yangtze il y a près de 2000 ans. Les traces les plus impressionnantes de l'ancienne civilisation Ba sont visibles dans les falaises qui surplombent le fleuve. Nous nous trouvons au bord de la Daning. On peut voir un cercueil dans la falaise là-haut. Comment les Ba réussissaient-ils à enterrer leurs morts à des endroits aussi inaccessibles? C'est un mystère.
Et on ignore aussi pourquoi il procédait ainsi. Il y a deux explications. La première est que les descendants des Ba voulaient honorer leurs ancêtres et qu'ils plaçaient pour cela leur corps dans ces endroits situés en hauteur. La seconde, c'est qu'ils le faisaient pour empêcher le vandalisme. Les Ba n'auraient jamais pu imaginer que finalement, ce ne seraient pas des voleurs qui s'attaqueraient au reste de leurs ancêtres, mais le fleuve lui-même. Quand le niveau de l'eau s'est élevé en 1998, les archéologues commençaient à peine à découvrir la richesse culturelle de la civilisation Ba. Mais il était trop tard. Certains cercueils ont été sauvés et transportés dans des musées, mais beaucoup d'autres ont été tout bonnement engloutis. En tout, plus d'1 millier de sites archéologiques ont été submergés. Mais l'héritage historique de cette région est aujourd'hui essentiel à sa survie. Quand les riches terres agricoles de la partie inférieure des rives ont été submergées, les riverains ont aussi perdu leur gagne-pain. Les autorités considèrent que le tourisme peut offrir un revenu de remplacement. Elles ont beaucoup investi pour attirer les visiteurs dans la région des Trois Gorges, en utilisant son histoire comme argument de vente. La promenade en amont du fleuve, sur le mode traditionnel, est particulièrement prisée. Avant la création du barrage des Trois Gorges, certaines portions du Yangtze et de ses affluents étaient trop peu profondes pour que les lourdes embarcations puissent parcourir toute la longueur du fleuve. Il fallait haler les gros bateaux vers l'amont. On faisait appel à des haleurs qui tiraient les barges à l'aide de solides cordes à la force de leurs bras. Aujourd'hui, les touristes paient pour expérimenter la vie sur le Yangtze d'autrefois, reconstituée comme pour une carte postale. Pourtant, en amont, une nouvelle Chine émerge pour remplacer l'ancienne. Une Chine nouvelle, caractérisée par des villes énormes et une expansion spectaculaire. L'urbanisation de cette région est plus rapide que n'importe où ailleurs, et le Yangtze se trouve au cœur de ce considérable changement. Certains profitent des changements, d'autres luttent pour suivre le rythme, comme le fleuve lui-même. À 650 km du barrage, à l'extrémité du réservoir des Trois Gorges, se trouve la ville de Chongqing, symbole de l'expansion chinoise. Au cours des 10 dernières années, la superficie couverte par la ville a plus que doublé, de même que sa population. Aujourd'hui, la municipalité de Chongqing compte plus de 30 millions d'habitants, et ce chiffre incroyable ne cesse d'augmenter. C'est le centre urbain à la croissance la plus rapide de la planète. Pour qu'elle reste à jour, il faut redessiner la carte de la ville tous les 3 mois. Chongqing est à la pointe de ce que les autorités chinoises appellent le grand développement de l'Ouest. Le barrage des Trois Gorges n'est que l'un des aspects de cette stratégie impliquant des milliards d'euros, destinée à revitaliser le centre de la Chine. Tout en construisant des routes, des ponts et des barrages, le gouvernement doit créer près de 24 millions de nouveaux emplois par an pour la population du pays qui ne cesse de croître. Dans une région où l'on a sacrifié tant de choses pour faire place au progrès, une économie en plein essor compense la détresse et les perturbations. Yin Mingshan est un spécialiste des plans de développement officiels. Sa société emploie 9000 ouvriers. Son chiffre d'affaires annuel, plus de 650 millions d'euros.
Emprisonné dans les années 1970 pour s'être fait l'avocat du capitalisme, Yin Mingshan est aujourd'hui au 24e rang des hommes les plus riches de Chine. Il est montré en exemple. C'est un brillant représentant du nouvel esprit d'initiative que les autorités veulent désormais promouvoir. Ici, nous produisons des deux roues et des voitures. Ces produits sont vendus dans près de 128 pays. On peut même acheter nos deux roues au Royaume-Uni. Le barrage des Trois Gorges a constitué la pierre angulaire du succès de Yin Mingshan, car il lui a fourni la voie par laquelle ses produits peuvent atteindre le marché international. Avant la construction du barrage, les cargos ne pouvaient atteindre Chongqing qu'à la saison des pluies. Grâce à la fonte des neiges et à la mousson, le Yangtze était alors assez profond et rapide pour permettre d'atteindre la ville. Mais le barrage et son impressionnant système d'écluses permettent maintenant aux bateaux de desservir Chongqing toute l'année. Naturellement, le principal avantage que fournit le Yangtze est une voie navigable commode. Les coûts du transport sont très faibles. En outre, avant la construction du barrage, l'approvisionnement de Chongqing en électricité était extrêmement peu fiable. Yin Mingshan devait introduire le facteur rationnement d'énergie dans ses plans de production. La campagne stop pendant 3 jours pour 4 jours sûrs signifiait 3 jours sans électricité par semaine pour être sûr d'en avoir pendant 4 jours. Maintenant, grâce à la centrale hydroélectrique, il n'y a plus de coupure de courant. Aujourd'hui, l'électricité produite par le barrage fournit une énergie bon marché et fiable. Cette expansion économique attire à Chongqing environ un demi-million de nouveaux venus chaque année. Ils viennent en quête d'une vie meilleure, bien que ce ne soit pas toujours facile à trouver. Le quartier de Kianximen, où vivent et travaillent les Bang Bang, est coincé entre le port de la ville et le centre commercial. Ces 100 000 hommes portent littéralement tout le poids de la ville sur leurs épaules. Venus en grand nombre des zones rurales, sans aptitude particulière et sans instruction, ils acquièrent un équipement très bon marché, une perche de bambou et de la corde dont ils se servent pour gagner leur vie dans le port de la ville. Cette perche de bambou, appelée Bang Bang en chinois, sert aussi à désigner les porteurs. Ils louent leurs services à tous, des hommes d'affaires aux touristes, pour transporter toutes sortes de marchandises entre les bateaux et la terre ferme. Originaire de la campagne, Hu Shan est arrivé à Chongqing il y a 2 ans. Depuis, il travaille comme Bang Bang. Comme Chongqing est situé en hauteur sur le flanc de la montagne, avec des rues caouteuses, on fait appel aux porteurs. Certaines personnes ont une grande quantité de bagages qu'elles ne peuvent pas porter elles-mêmes. C'est pourquoi les Bang Bang existent. Bien qu'il transporte plus que son propre poids en marchandises, Hu Shan gagne un peu moins de 5 € par jour. Après avoir envoyé un peu d'argent à ses parents, il fait vivre sa femme et ses 2 enfants avec ce qui reste. Dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville, Shan partage un appartement avec la famille de sa sœur pour réduire les frais de location. Voilà ma maison. Ça, c'est la salle de bain. Et là, c'est la cuisine. 4 adultes et 4 enfants s'entassent dans cet espace minuscule. Et pourtant, même dans ces conditions, la vie de Hu Shan est meilleure qu'à la campagne. Pour lui, c'est un premier pas sur la voie d'un meilleur sort pour sa famille. J'ai parcouru plus de 200 km pour venir à Chongqing. D'abord, je l'ai fait pour survivre. Mes conditions de vie précédentes étaient très dures. Maintenant, nous sommes là pour nos 4 enfants, pour qu'ils bénéficient de meilleures conditions de vie et d'une meilleure éducation.
Les Bangbang sont un témoignage éloquent d'une conception répandue selon laquelle l'avenir de la Chine appartient à ceux qui saisissent la chance qui se présente. Mais alors qu'ils luttent pour améliorer leur vie, peu d'entre eux réalisent que l'expansion économique est en train de contaminer le fleuve dont ils dépendent. Chongqing n'est que l'une des 200 villes dont l'approvisionnement en eau dépend du Yangtze. Ces zones urbaines démesurées produisent d'énormes quantités de déchets domestiques et industriels, dont 25 milliards de tonnes sont déversées directement dans le fleuve chaque année. Le taux de pollution du Yangtze est extrêmement élevé. Et la situation a empiré à cause du barrage des Trois Gorges. La croissance économique favorisée par le barrage a accru la pollution engendrée par des villes comme Chongqing. Les autorités luttent pour contrôler cet essor qui menace d'empoisonner le fleuve et ses riverains. Hu Dengming est un spécialiste de l'environnement. Il mène une campagne pour protéger le Yangtze de la pollution. La région du Yangtze est une zone de développement industriel. Les sources de pollution les plus répandues sont les produits industriels, les eaux usées domestiques, la pollution d'origine agricole, les déchets liés à la navigation et enfin les déchets ordinaires. Peu de voix s'élèvent pour dénoncer la catastrophe écologique. Par le passé, Deng Ming a reçu des menaces de mort pour s'être exprimé à ce propos. Mais sur le Yangtze, l'évidence parle d'elle-même. Le fleuve absorbe plus de 40% des déchets de toute la Chine. Plus d'un tiers des grands affluents du Yangtze sont aussi gravement pollués. Le problème est tout à fait évident dans les environs de Chongqing. Ce ruisseau est appelé le ruisseau de l'eau claire. Mais maintenant, on peut voir qu'il est pollué. En gros, entre 60 000 et 80 000 tonnes d'eau usée s'y déversent chaque jour. Et ce ruisseau se jette dans le Jialing, qui se jette à son tour dans le Yangtze, 15 km plus bas. Autrefois, les Chinois considéraient que le Yangtze était trop imposant pour être contaminé. Les eaux usées étaient emportées par les 900 milliards de tonnes d'eau qui s'écoulaient chaque année dans son lit. Mais le réservoir créé par le barrage des Trois Gorges a altéré le courant. En surface, l'eau est rapide, mais en dessous, le flot ne bouge pratiquement plus. Le fleuve ne peut plus transporter les déchets hors des villes et il s'accumule maintenant dans un réservoir stagnant. La pollution du Yangtze constitue un désastre pour la population locale. Le fleuve fournit de l'eau potable à 400 millions d'individus, c'est-à-dire à un homme sur 15 sur la planète. L'eau polluée a été rendue responsable du nombre de cancers exceptionnellement élevé et des anomalies congénitales chez les riverains du Yangtze. Alors que les autorités affirment que l'eau du Yangtze est bonne à boire, Wu Dongming préfère marcher pendant 4 heures chaque semaine pour puiser son eau potable à une source de montagne. Cette eau est très pure. Elle vient de la pluie et elle est filtrée par la forêt. Elle est très bonne. Mais l'eau de source est un luxe que les masses urbaines les plus pauvres ne peuvent tout simplement pas s'offrir. Travaillant dur et longtemps, elles n'ont pas le temps d'aller puiser de l'eau. La population ne sait pas à quel point la voie d'eau le long de laquelle ils vivent a été polluée. C'est vrai pour chaque kilomètre du cours du fleuve. Quand ils quittent Chongqing vers l'aval en direction de la mer de Chine orientale,
il est sans cesse plus apparent que le Yangtze est surexploité et menacé. La menace est si grave qu'à cause d'elle, le fleuve ne peut plus exercer sa fonction séculaire, nourrir les hommes. Le fleuve grignote le rivage, risquant ainsi de détruire les villes mêmes qu'il a contribué à créer. À un tiers de la distance entre Chongqing et la mer, le Yangtze se heurte au barrage des Trois Gorges. Quand la masse d'eau rencontre cette structure, c'est un peu comme si une voiture roulant trop vite heurtait un mur de béton. Le fleuve et tout ce qu'il transporte sont arrêtés brusquement dans leur trajectoire. Le barrage est une prouesse d'ingénierie dont le gouvernement chinois est très fier. Les touristes sont les bienvenus sur le site. Ils s'émerveillent de ce que l'on a surnommé la nouvelle Grande Muraille de Chine. Au cours de la visite officielle, les visiteurs se voient raconter l'extraordinaire réussite de la construction du barrage. Mais dans les profondeurs de la structure, une autre histoire se déroule, révélant une énorme faille dans la conception du barrage des Trois Gorges. Car si l'eau du fleuve peut continuer à s'écouler par les vannes du barrage, il n'en est pas de même du limon transporté par les flots. Le Yangtze est l'un des fleuves les plus riches en sédiments au monde. C'est le limon qui donne au fleuve sa couleur brun sale, et c'est lui, déposé par le courant, qui a façonné le paysage depuis des milliers d'années. Des vannes spéciales ont été aménagées dans la paroi du barrage pour permettre aux sédiments de le franchir. Mais l'énorme quantité de limon pose un problème technique. Le système a du mal à le résoudre, et en moyenne, 140 tonnes de limon sont retenues chaque année derrière le barrage. À ce rythme, les sédiments qui s'accumulent au fond du réservoir vont faire monter le niveau de l'eau en amont, ce qui va sérieusement accroître les risques d'inondation à Chongqing. Le gouvernement envisagerait même de reloger autoritairement 1 million d'habitants de cette zone vers des endroits plus élevés, à l'abri du danger. Mais c'est à l'embouchure du fleuve que les conséquences négatives de la rétention du limon sont les plus visibles. Shanghai, à 1000 km en aval du barrage, sur le delta du Yangtze. Témoignage éclatant de la croissance économique de la Chine, ce port affairé a bâti sa richesse sur le fleuve. Plus des 2/3 des fondations de la ville sont érigées sur le limon déposé par le Yangtze depuis des milliers d'années. Yang Shilun est géologue. Il dirige une campagne de recherche sur l'épaisseur du limon dans le Yangtze. Ses recherches se concentrent en grande partie sur l'île de Chongming. Située au nord de Shanghai, juste au milieu du chenal du Yangtze, cette île doit son existence au limon déposé par le fleuve. Il y a 50 ans, cet endroit était recouvert d'eau. Aucune plante ne poussait ici. Si elle existe maintenant, c'est grâce au limon déposé par le Yangtze. Une fois que le limon s'est accumulé sur une certaine épaisseur, les plantes commencent à pousser. Aujourd'hui, les zones humides de Chongming sont protégées. Elles fournissent une halte essentielle aux oiseaux migrateurs passant de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord. Ce sont aussi des aires de reproduction vitales pour de nombreux animaux aquatiques. Mais seule une fraction des terres humides créées par le limon du Yangtze est consacrée à la nature. À Shanghai, rien n'arrête l'expansion urbaine. Capitale économique de la Chine, Shanghai se développe constamment. Le delta est l'une des régions les plus densément peuplées de la planète.
Se glorifiant d'être l'un des marchés immobiliers les plus chers du monde, la ville possède déjà près de 2 fois plus de tours que New York et continue à en bâtir à un rythme incroyable. Les autorités espèrent que le fleuve va continuer à déposer des alluvions sur la côte, créant ainsi de nouveaux terrains nécessaires à l'expansion. Mais ce plan est compromis. Il n'y a plus assez de limon. Depuis que l'on a construit le barrage des Trois Gorges, nos études ont montré qu'entre 2003 et 2006, près de 140 millions de tonnes de limon se sont accumulées chaque année dans le réservoir. Cela représente près de 60% du limon présent dans l'eau. C'est une quantité énorme. Les clichés pris par satellite montrent que les zones humides sujettes aux marées sont menacées de disparaître. La raison est les sédiments qui s'accumulent dans le barrage des Trois Gorges. Plutôt que d'accroître le rivage précieux, le Yangtze grignote le littoral. L'érosion a déjà fait disparaître plus de 4 km² de côte. Et la protection du littoral risque d'être un gouffre financier. Les projets consistant à récupérer plus de terrain sur la mer vont s'avérer très difficiles à réaliser. Il nous faudra probablement revoir ces projets et introduire de nouvelles méthodes pour protéger le limon. Par exemple, en édifiant une digue brise-lames. Cela coûtera plus cher, parce que nous devrons la construire plus résistante et plus haute qu'auparavant. Les terres ne sont pas les seules à disparaître. C'est aussi le cas de la faune du fleuve. Le marché aux poissons de Shanghai témoigne de la quantité et de la variété de poissons que l'on trouve dans le Yangtze. « 80% des poissons d'eau douce pêchés en Chine proviennent du delta du fleuve. Cette activité génère près de 450 millions d'euros par an. Mais ces dernières années, les gains ont spectaculairement baissé. Entre 2005 et 2006, le produit de la pêche à l'embouchure du Yangtze a pratiquement diminué de moitié. La grande majorité des poissons pris aujourd'hui pèsent moins d'1 kilo. La surpêche a entraîné le déclin des stocks, mais la construction du barrage des Trois Gorges y a contribué aussi. Zhuang Ping est chercheur au centre de recherche sur l'eau de Shanghai. Pour lui, la raréfaction du limon joue un grand rôle dans le déclin des ressources. Le rythme de formation des zones humides a ralenti, et cela a entraîné leur recul dans le delta du Yangtze. La disparition de ces zones humides exerce une influence directe sur les poissons, parce qu'elles sont d'importantes aires de reproduction et qu'elles constituent l'habitat où se développent les jeunes poissons. La diminution des sédiments affecte aussi le délicat écosystème du fleuve. C'est le limon qui nourrit le plancton microscopique, maillon vital de la chaîne alimentaire dans le delta du Yangtze. Les expériences menées au Centre de recherche sur l'eau montrent que la diminution du limon affecte la quantité et la variété du plancton qui se développe dans l'eau. Comme certaines formes de plancton propices aux poissons ont du mal à survivre, des espèces nuisibles prennent le dessus, provoquant la floraison d'algues toxiques pour les poissons. Mais la principale menace pour la santé du Yangtze est probablement l'essor agressif du trafic fluvial. Le nouveau système d'écluses du barrage des Trois Gorges a amélioré la navigabilité du Yangtze. Du coup, le trafic sur le fleuve a décuplé. Shanghai est désormais le port le plus actif du monde. Plus de 443 millions de tonnes de marchandises y transitent chaque année. Mais l'incroyable augmentation en volume des bateaux représente un désastre pour la faune. Tenter de traverser ces eaux, c'est un peu comme franchir une autoroute à 12 voies. La pollution engendrée par la navigation crée aussi une menace mortelle.
Les effets directs sont le bruit, la pollution liée aux déchets et les collisions de bateaux qui entraînent le déversement de déchets toxiques dans l'eau. Il s'agit là des effets directs. Les effets indirects sont liés à la nécessité de draguer le chenal pour permettre la navigation. Pour maintenir en état une voie navigable profonde dans le Yangtze, on a creusé un chenal de 80 à 90 km de long, de 300 mètres de large et de 10 mètres de profondeur. C'est préjudiciable à l'habitat des poissons. Les effets combinés de la diminution du limon et de l'expansion industrielle ont un impact si spectaculaire que les autorités ont imposé des quotas de pêche sur certains tronçons du fleuve. Même quand ils sont autorisés à jeter leurs filets, les pêcheurs, autrefois prospères, regagnent souvent le rivage avec un maigre butin. Beaucoup d'espèces locales que l'on prenait couramment autrefois sont menacées de devenir des spécimens de musée. Parmi elles, l'emblématique esturgeon chinois. Constituant autrefois l'aliment de base des autochtones, ces énormes poissons peuvent atteindre 4 mètres de long et peser plus de 450 kilos. Les récents aménagements humains et les changements de l'environnement ont sérieusement affecté ces poissons. Leur nombre a rapidement décliné et ils sont sur le point de disparaître. Pour empêcher la disparition de l'esturgeon, les autorités chinoises ont lancé un vaste plan de conservation. Des zones inondables servent d'aire de reproduction et on a remis à l'eau d'énormes quantités de frettins pour contribuer à renouveler leur effectif déclinant. Les pêcheurs doivent maintenant remettre à l'eau tous les esturgeons qu'ils prennent. Mais ces efforts sont peut-être trop limités ou trop tardifs. Les experts craignent que l'esturgeon chinois ne connaisse le même sort que le dauphin baiji, une espèce propre au Yangtze dont l'extinction a été officiellement constatée en décembre 2006. La disparition du dauphin baiji et la raréfaction des poissons dans le Yangtze trahissent la santé déclinante de leur habitat. À Shanghai, il est évident que les effets de l'intervention humaine rendent le Yangtze malade. En s'approchant de la fin de son long trajet à travers le pays, le fleuve atteint un point critique. Le barrage des Trois Gorges a apporté le progrès sur chaque kilomètre du parcours du Yangtze. Mais il a aussi déclenché un rythme de développement que le fleuve ne peut plus supporter. La tendance se poursuit et 70% de cette eau devrait être déclarée inutilisable dans les 5 ans à venir. Si l'on veut sauver le Yangtze, il faut envisager un changement radical. Mais maintenant que l'on a ouvert la voie au progrès, le fleuve et les hommes qui en dépendent sont pris au piège du cycle pernicieux de la croissance. On avait annoncé à l'origine que la centrale hydroélectrique des Trois Gorges produirait assez d'électricité pour satisfaire 1/10 des besoins de la Chine. Mais le rythme de l'expansion a surpassé toutes les attentes et la demande excède déjà l'offre. Pour résoudre le problème, on prévoit déjà d'autres barrages sur le Yangtze. La santé et l'avenir de la Chine continuent à dépendre du fleuve. Mais nul ne sait ce que l'avenir réserve au Yangtze et à ses riverains. Plus d'informations sur france5.fr.
Le doux parfum de la nature, la saveur de noisettes, le croquant des amandes réveillent en moi l'envie de prendre soin de ma ligne. Nouveau, spécial cas noisettes et amandes effilées. Nos enfants imitent tout ce que nous faisons. Alors montrons-leur les bons gestes à adopter. Avec Signal, apprenons à nos enfants à se brosser les dents matin et soir pour des dents fortes et une bouche en bonne santé. Et pour apprendre les bons gestes en s'amusant, le bus Signal vous donne rendez-vous tout l'été sur la route du sourire. Tous les détails de la tournée du bus Signal sur missionsignal.fr. Voici la vraie vie de Bruno Sulac, cambrioleur de charme, adorant les bijoux et les boutiques quartiers de Paris et de Cannes, mais également roi des évasions rondement menées. Je crois qu'il croyait beaucoup à sa baraka, en fait. Convaincre un sous-directeur et un gardien de vous aider à vous évader, c'est quelque chose qui, à mon avis, ne se reverra jamais. 50 ans de faits divers, le gentleman cambrioleur des années fric, aujourd'hui à 12h45. France 5, faisons connaissance. Mikhail Gorbatchev, le dernier dirigeant de l'Union soviétique. L'homme qui a changé la face du monde. Adulé à l'étranger, controversé dans son pays. Il voulait la liberté, vraiment. Il était communiste, au fond de l'âme. Il voulait sauver le système, mais il ne voulait à aucun prix le mettre en péril. Il n'a pas réussi en tant que personne, mais l'histoire retiendra que sans lui, tout ça n'aurait pas été possible. Aujourd'hui, Mikhail Gorbatchev est à visage découvert. Durant 6 ans, Mikhail Gorbatchev a dirigé l'Union soviétique. Il a quitté le pouvoir en 1991, le jour où l'URSS a disparu. C'est étonnant. En traversant Moscou aujourd'hui, le passé reste étrangement présent. Il est vrai que les symboles du régime communiste sont encore là. Et pourtant, l'Union soviétique n'est plus. En Occident, on estime que c'est grâce à Mikhail Gorbatchev. En Russie, on dira plus souvent que c'est à cause de lui. Pour certains, il a ouvert la voie vers la liberté. Pour d'autres, il est le fossoyeur de l'Empire. Le destin a voulu que je me retrouve au cœur des événements lorsque le monde et mon pays étaient en train de vivre d'immenses bouleversements. Le destin a voulu que je joue un rôle important. Mes actes et mes paroles ont toujours été guidés par la sincérité. Je n'ai pas fait de diplomatie, j'ai fait de la politique. Privolnoye, un village de quelques milliers d'habitants, en pleine campagne au nord du Caucase, dans la région de Stavropol, à 1000 km au sud de Moscou. Mikhail Gorbatchev naît ici, en 1931, au sein d'une famille de paysans kolkhoziens. C'est l'époque de la collectivisation imposée par Staline. Le jeune garçon ne manque de rien, et surtout pas d'affection.